Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du lundi 13 décembre 2021. On s'excuse du délai, on a eu quelques problèmes techniques. On est ce soir ici à la salle Richelieu, à l'Hôtel de Ville. Monsieur Saint-Onge, est-ce que vous avez des consignes que vous aimeriez partager avec l'auditoire? Simplement prévoir, si on se déplace au micro, de porter le masque jusqu'au micro, tout simplement. Merci. D'accord. Donc, je tiens à rappeler que ce soir, en fait, il y aura 2 périodes de questions et que les questions doivent porter essentiellement pour la première période de questions sur la présentation relative au budget, puis la deuxième séance de questions pourra porter sur l'adoption et les avis qui seront présentés également en lien avec le budget. Donc, l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 décembre est à votre disposition. Alors, je propose l'adoption de cet ordre du jour. Est-ce que vous êtes, Monsieur Leboeuf appuie? Est-ce que vous êtes tous d'accord, collègues? Oui. Oui. Merci. Donc, nous pourrions commencer par la présentation des prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2022 et du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Alors, Monsieur le maire, si vous permettez, je vais premièrement débuter la séance avec les réalisations ou, je dirais, les dépenses courantes de la municipalité pour l'année 2021, mais qui, bien sûr, sont dans le quotidien pour l'année 2022. Alors, une fois que j'aurai fait ces quelques explications avec les faits saillants 2021, je vous repasserai la parole pour parler de l'exercice budgétaire 2022. C'est très bien. Alors, pour débuter, nous allons parler, donc, oui, c'est plaisant de parler du budget lorsqu'on parle des dépenses à venir, mais des dépenses courantes sont toujours présentes au sein de la municipalité. Alors, nous allons passer chacun des départements de la municipalité. Nous allons débuter avec les ressources humaines. La Ville est constituée on fait environ à chaque année 30 postes en recrutement à l'année courante. Donc, en 2021, nous avons comblé 30 postes d'employés qui ont quitté, qui sont revenus, des roulements, des congés de maladie, des surnuméraires, des temporaires. Et on parle d'environ plus ou moins 150 employés, dont 100 employés réguliers et 50 surnuméraires, sans compter les camps de jour et terrains sportifs, incluant la piscine. Nous sommes membres au niveau des ressources humaines pour la CNESST de la mutuelle de prévention auquel la Ville a un classement excellence. Donc, encore une fois, nous félicitons nos employés puisque lorsque ces cotes sont atteintes, c'est des avantages intéressants et importants pour la Ville et surtout pour la santé et on veille bien à la sécurité de tous et c'est l'affaire de chacun. Au niveau de l'informatique, nous avons 39 serveurs. Bien sûr, l'impact est aussi au niveau du nombre de postes de travail. Nous avons 120 postes de travail permanents, dont, avec la COVID, 85 portables. Vous comprendrez que la COVID a amené à la modification de certains éléments, donc des postes de travail permanents qui ont été transférés pour des portables pour permettre le télétravail, et le tout ayant été tout de même subventionné par le gouvernement là, pour poser des actions concrètes à la COVID. Donc, ça n'a pas été un impact direct, mais la programmation, elle, fallait qu'elle soit faite quand même pour les postes. Peut-être un peu un chiffre anodin, mais qui l'est tout de même important pour nous. 27 imprimantes et copieurs, ça fait partie du roulement de la municipalité qu'on doit tout de même fonctionner avec les équipements. Au niveau du service du greffe, il y a environ 200 demandes d'accès à l'information annuellement et la rédaction de 475 résolutions annuellement. Donc, c'est quand même un gros chiffre parce que les résolutions, il ne faut pas juste les écrire, il faut aussi s'assurer du suivi, s'assurer qu'elles cheminent et que les actions concrètes sont posées relativement aux décisions du Conseil. Il y a près de 9000 constats d'infraction émis et environ 1600 dossiers qui sont traités par notre juge de paix. Au niveau des bâtiments, il y a 17 bâtiments municipaux, dont ce qui équivaut à 108 000 pieds carrés, ce qui équivaut aussi à tout l'entretien, la maintenance et l'utilisation de ces pieds carrés-là. La communication, eh bien, nous avons différents imprimés, 2 bulletins, soit le bulletin Horizon 4 fois par année, une demi-page dans l'Œil régional 24 fois par année. Donc, on invite les citoyens à suivre l'Œil régional pour plusieurs communications, puisque c'est un élément important de communication avec nos citoyens.
L'affichage, il y a 5 sites d'affichage, soit le PMV, donc au coin de Honorius et la 116, qui sont les messages en information continue. 3 panneaux à l'entrée de la ville, qui sont des changements d'infos aux saisons. Et une colonne Maurice, qui est située sur le quai dans le vieux village, qui sont des changements aussi aux saisons. Il y a 5 outils virtuels importants. Le site Web qui amène plus de 20 000 visiteurs par mois, donc qui est quand même une bonne fréquentation. L'infolette mensuelle aux citoyens de plus de 2500 abonnés. J'invite les citoyens à s'abonner à l'infolettre en choisissant les catégories de messages qui vous intéressent pour être toujours tenus informés des dossiers municipaux. L'infolettre aux jeunes qui donne place aux jeunes en CPE primaire et secondaire 9 fois par année. Le Facebook a environ 5200 abonnés. Même chose, si les citoyens sont membres, peuvent s'abonner et suivre au quotidien. Il y a environ 3 publications par jour en moyenne. Il y a aussi les alertes municipales, soit en courriel, texto ou téléphone. Il y a environ 11 522 inscrits. C'est quand même très important comme chiffre. C'est une douzaine de communications par année, mais qui ne parlent que pour le principe d'attribuer aux urgences. Donc, c'est lorsque vous avez une ligne dure à la maison ou des textos où on peut vous appeler et faire un message directement, comme l'opération hivernale ou des choses comme ça. Au niveau de la loisir et la culture, la bibliothèque, c'est 66 000 entrées physiques et virtuelles, 123 200 prêts physiques et virtuels, donc c'est beaucoup de prêts de livres. 40 jours, 1535 jeunes pour 8 semaines, 51 au programme d'accompagnement de 7 semaines. Donc, les programmes d'accompagnement qui sont souvent de l'accompagnement 1 à 1 ou 1 pour 2 pour les jeunes ayant un besoin de cet accompagnement-là pour la durée des 7 semaines. L'activité des loisirs et culture, c'est 137 activités et événements. Vous allez voir un peu plus tard dans la présentation, on parle de la COVID et de l'originalité de l'équipe des loisirs et la culture là, à réussir à créer de nouveaux événements ou maintenir les événements que nous avons à la municipalité. Au niveau du SAT, qu'on appelle le Service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, en 2020, il y a eu 1700 permis qui ont été émis pour une valeur de travaux de 70 400 000 $, j'arrondis bien sûr. Donc, c'est 1700 permis qui sont émis, c'est divisé par les nombres de jours de travail. C'est quand même plusieurs permis là, qui sont émis de façon hebdomadaire, quotidienne. Au niveau de l'ingénierie et les travaux publics, on s'assure de la qualité de 115 km de route, 55 km de réseau piétons et cyclistes, 150 km de réseau d'aqueduc, 105 km de réseau d'égouts sanitaires et 55 km de réseau d'égouts pluvial. Donc, on ne parle pas des nouvelles installations, mais vraiment de la qualité d'entretien, de maintenance, d'inspection et de fonctionnement, donc autant par les services d'ingénierie que les travaux publics. Parcs et espaces verts, nous avons 18 parcs avec infrastructures récréatives, 20 espaces verts et 7 patinoires. Donc, et avec Madame Météo, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de travail qui sont faits au niveau des parcs et espaces verts. Au niveau des finances, quelques statistiques aussi, c'est 8 200 comptes de taxes qui sont émis à la population, 7 000 relevés de paye émis annuellement, 3 000 paiements émis et 5 600 factures traitées. Donc, tout ça étant vos services municipaux au quotidien, les services utilisés par la population et rendus directement en service à la population, à même les budgets courants de la municipalité. Si vous me permettez, nous allons passer au fait saillant 2021. Alors, voici quelques éléments très importants. Alors, le lancement de la marque employeur qui a été fait, alors vous remarquerez le petit logo emploi avec vue, vue sur la communauté, vue sur les arts, vue sur la culture, vue sur la voirie, ce sera des termes utilisés. La marque employeur étant tout de même une image importante qui est la rétention du personnel, la fierté de travailler pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, et de mousser notre recrutement et démontrer aussi la fierté à chacun de nos employés qui travaillent avec nous de les avoir dans notre équipe. La diversification de l'offre de services de loisirs en temps de pandémie. Alors, en 2021, le service de loisirs a dû se réinventer, autant pour les tenues de classe en virtuel, autant pour le type d'activité, le type de cours, répondre aux demandes de beaucoup de familles et beaucoup d'élèves remontaient, voulant avoir tout de même le moyen de se divertir à travers la pandémie, faisant partie des obligations et des compétences de la municipalité, le loisir étant important. Projet pilote, programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène réutilisables qui ont été implantés en projet pilote et qui sera probablement continué là, à la lecture du budget tout à l'heure. Le bouclage du sentier en Piémont, Parc des Fées et Collège, donc de relier ces deux sentiers-là de sentier en Piémont a été un événement important pour la ville, réalisation 2021. Plan directeur de l'égout sanitaire et des compensations de surverse, donc vous en entendrez parler à travers les prochaines semaines, les prochains mois.
pour le plan directeur de l'égout qui sera déposé au conseil municipal, mais qui a été réalisé et complété il y a quelques jours pour le rapport final. Plan de vie et octroi de contrat du centre aquatique. Alors, c'est quand même important, plans de vie qui sont réalisés. Et nous allons passer aux travaux. Bien sûr, il faut enlever le toit, donc on s'entend qu'on va attendre que la période hivernale passe, mais dès le début du printemps, les travaux sont prévus pour débuter à l'extérieur, mais il y aura certaines petites choses qui pourront être faites à l'intérieur d'emblée. Je m'excuse. Ensuite, l'aménagement du site des neiges usées et l'ouverture de la rue afin d'accueillir l'écocentre régional sur notre territoire, donc un élément assez important. Le nouveau site à neige sera utilisé dès cet hiver, donc arrêt de l'utilisation de l'ancien site à côté du garage, donc dès maintenant. C'est tout de même un projet de 6,5 millions, incluant la rue, les terrains, l'aménagement, les services et le dépôt à neige. L'aménagement de la rue Radisson, si vous avez eu la chance de passer, elle n'est pas complétée. Vous avez pu voir nos communiqués, elles seront complétées dès le printemps. Mais la rue Radisson qui a été aménagée dans les derniers mois aussi, un investissement de 1,6 million. L'aménagement du parc de la Roque, avec un coût estimé de près d'1 million de dollars. L'aménagement du parc Canin, d'un coût estimé de 120 000 dollars. La réfection des terrains de tennis en terre battue, qui est tout de même une fierté pour la municipalité, qui va attirer beaucoup de gens de la région, puisque ce sont des terrains en terre battue. Je peux vous garantir que les écoles secondaires avaient hâte aussi et ont très, très, très hâte de revenir avec leurs étudiants, qui sont les étudiants généralement, ou principalement de la municipalité. Donc, un coût estimé à 580 000 $, donc un grand total de près de 10 millions de dollars qui ont été réalisés dans ces travaux-là au courant de 2021. Alors voilà, Monsieur le maire, pour ce qui est des faits saillants de 2021. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Onge. Maintenant, si on passe au contexte de planification, en fait, ce qu'on tient à vous dire, c'est que bien, il faut considérer dans ce budget qu'on vous présente ce soir le fait qu'on a été élu le 7 novembre. Alors, ça a quand même été pour nous un exercice formateur, mais quand même assez intensif depuis notre assermentation qui a eu lieu seulement que le 12 novembre. Donc, si on remet en perspective le fait qu'on est le 13, ça fait en fait un mois très exactement qu'on a été assermenté puis qu'on peut exercer nos fonctions d'élus pour la ville. Cet exercice-là, en fait, nous a permis de faire, comme je vous disais, le budget et le plan triennal d'immobilisation qu'on va vous présenter ce soir. Maintenant, ce qui est la pierre angulaire de notre démarche, en fait, de la démarche budgétaire qu'on veut vous présenter ce soir, en fait, c'est qu'on aimerait, pour les années à venir, qu'on puisse mettre en relation la planification stratégique avec l'exercice budgétaire. Donc, ça nous semble important de le faire puisque de la planification stratégique découleront en fait des plans d'action annuels et c'est beaucoup plus facile lorsque on a établi notre vision, nos valeurs, nos grandes orientations, de faire ce type de plan d'action-là, puis ensuite de voir comment les exercices budgétaires et les programmes triennaux d'immobilisation s'y rattachent. Maintenant, nos objectifs pour 2022 sont intimement associés à nos grandes orientations politiques qui vous ont été présentées lors de la campagne électorale, mais qu'on reprend ce soir pour vous dire que, bien, en fait, dès cette année, on souhaite mettre en œuvre notre orientation associée à la vie communautaire et l'implication citoyenne, et en vous annonçant qu'il y aura cette année un premier budget participatif, puisque bien, le logiciels ont été achetés, puis on va, au cours des mois qui viennent, élaborer en fait la démarche de planification participative. Il y aura également cette année la mise en œuvre d'un bureau d'initiative citoyenne. Et donc, encore là, ici, ce qu'on souhaite mousser, c'est une forme d'implication, mais autour d'activités en fait, ouais, d'activités associées, en fait, à un engagement collectif ou autour d'idées, de projets qui émaneront des citoyens. On souhaite également mettre de l'avant le plan directeur des parcs et espaces publics, en spécifiant ici qu'on souhaite vraiment s'attarder à l'aménagement d'espaces publics. La pandémie nous aura appris que ces espaces-là ont une grande importance, particulièrement en période tumultueuse comme ce qu'on vient de vivre. Nécessairement, on veut poursuivre le soutien à la culture, notamment par l'élaboration d'un éventuel jardin des souvenirs puis la mise en valeur de nos artistes locaux.
Et finalement, il y aura la mise à niveau de la plateforme d'inscription en ligne qui existe déjà, mais qui sera revue et bonifiée à la lumière de divers commentaires qui avaient été transmis au service des loisirs. En matière de pratiques éco-responsables, bien, on souhaite en fait modifier la politique de gestion des surplus de la ville de Mont-Saint-Hilaire, comme on avait laissé comprendre, notamment pour affecter une partie des surplus annuels à la protection des milieux naturels. On souhaite également mettre de l'avant un programme pour la plantation de milliers de végétaux. On s'était engagé à 10 000 végétaux, donc cette année, on souhaite déjà donner l'élan à cet engagement-là. On veut également en fait, réaliser un bilan des gaz à effet de serre pour éventuellement adopter une politique pour le climat et un plan d'action pour le climat, de manière à positionner la ville stratégiquement à l'égard de l'adaptation, mais également de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y aura également des interventions ponctuelles, comme le plan de gestion sur la qualité de l'eau au bassin de la gare, puis des travaux de stabilisation de la coulée au parc de la gare qui seront nécessaires. Puis finalement, on souhaite mettre de l'avant des loisirs éco-responsables, mais aussi soutenir l'agriculture, comme on verra un peu plus loin dans le budget. En matière de mise en œuvre du plan d'urbanisme durable de la ville, bien, déjà cette année, on souhaite mettre de l'avant un programme de subvention du patrimoine immobilier et possiblement lancer une politique sur le patrimoine. On souhaite également mettre de l'avant une politique d'habitation de manière à mieux expliquer pourquoi on fait certaines activités de développement, puis finalement un plan directeur sur la mobilité active de manière à penser à l'aménagement d'infrastructures qui puissent favoriser le déplacement autrement que par l'auto. En termes de gouvernance, bien, je vous l'ai déjà annoncé, en fait, la pierre angulaire sera l'élaboration d'une planification stratégique, mais également d'indicateurs de performance, puis d'un éventuel tableau de bord, de manière à ce qu'on puisse mieux suivre en fait l'évolution des différents engagements et actions planifiées. Maintenant, si... Oui. Et finalement, bien, en matière de taxation, notre engagement a été de suivre, en fait, et de ne jamais dépasser l'IPC. Vous allez voir que nos engagements également sont alignés sur cette orientation-là. Ce qui nous amène à maintenant parler des grands enjeux auxquels on a dû, en fait, avec lesquels on a dû composer dans cet exercice financier-ci. Notamment rendre compte de la pénurie de main-d'œuvre. La Ville n'y échappe pas. C'est donc important de continuer à travailler à l'attraction de la main-d'œuvre, notamment par la marque employeur, mais surtout en fait à la rétention du personnel qu'on a déjà. On aura également un grand défi, c'est-à-dire de réembaucher plusieurs employés associés aux activités du centre aquatique, notamment les sauveteurs, qui se sont pour la plupart déjà trouvé d'autres emplois ou sont ailleurs maintenant dans leur cheminement professionnel. Et nécessairement, bien, la pénurie de main-d'œuvre affecte également notre capacité de réaliser certains projets parce qu'on voit, à cause de la pénurie de main-d'œuvre, dans certains secteurs ou dans certains domaines, l'explosion de certains coûts associés à la réalisation des projets. Il faut dire que cette année aussi, c'est une année où tombent à échéance plusieurs ententes de travail. Donc, on aura notamment les conventions des cols bleus, des cols blancs et la politique de rémunération des cadres qui sera à revoir cette année. Et bien, nécessairement, l'enjeu avec lequel on a composé, bien, c'est une hausse de coûts très significative dans certains domaines d'intervention de la municipalité. Alors, on n'échappe pas à des hausses de coûts avec lesquelles on a souvent composé, soit en reportant certains travaux ou en ajustant la portée de certains travaux de manière à maintenir en fait des coûts raisonnables pour la réalisation de certaines activités. Et ce qu'on souhaite vraiment aussi, bien, c'est d'optimiser en fait l'usage de programmes de subvention pour réaliser certains projets et notamment certaines immobilisations qu'on va vous présenter dans les minutes à venir. Alors, en matière de budget de fonctionnement, bien, si on compare nos budgets 2021 versus 2022, il faut comprendre qu'en 2021, le budget qui a été adopté était de 39 750 500 $. Et cette année, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un budget de
de 41 292 700 $. Et donc, il y a un écart d'à peu près 1,5 million entre les deux exercices budgétaires, ce qui représente un écart de coût associé à 3,88 %. Et je vais maintenant céder la parole à Mme Lapalme, qui pourra en fait vous expliquer plus en détail certains aspects du budget et après ça, bien, également vous présenter le plan triennal d'immobilisation, plutôt le programme triennal d'immobilisation. Mme Lapalme. Alors, merci, M. le maire. Donc, ce que je vais vous parler, c'est l'augmentation de dépenses entre 2021 et 2022. Mais avant de commencer, ce que je veux vous mentionner, c'est que le Conseil il dispose annuellement d'une même enveloppe budgétaire pour la réalisation de projets ponctuels que nous, dans notre langage administratif, on appelle BNR pour budget non récurrent. Donc, plusieurs des objectifs qui ont été énoncés par M. Guertin sont financés à partir de l'enveloppe consacrée à ces projets et ne créent donc pas d'écart d'une année à l'autre. Donc, si on regarde au niveau, on a eu des dépenses spécifiques en 2021 qui ne reviennent pas en 2022, donc celles liées à la COVID-2019, celles liées également à la tenue d'élections municipales. Ensuite, il y a l'indexation et des dépenses et l'ajout de ressources. À titre d'exemple, on peut penser aux travaux publics, aux communications, à l'entretien des bâtiments, à l'ajout d'un brigadier scolaire et au bureau d'initiative citoyen. Une augmentation des quotes-parts aux organismes régionaux qui tient compte de l'ouverture de l'écocentre régional. Toutefois, les dépenses de la ville reliées à l'écocentre situé au garage municipal n'auront plus lieu, ce qui amène quand même une réduction de dépenses. Également, il y a des nouvelles dépenses dans les services. À titre d'exemple, l'entretien des terrains pour terres battues, l'acquisition additionnelle de publications ou de livres à la bibliothèque, un meilleur soutien informatique, l'achat de fournitures. Ensuite vient la variation des dépenses ponctuelles que je vous mentionnais un petit peu plus tôt, les BNR, qui sont l'augmentation sont reliées à l'adoption de pratiques éco-responsables telles qui ont été définies là, par les objectifs de M. Guertin. Vient ensuite le remboursement anticipé de la dette et redevances au niveau du droit des carrières. On considère deux éléments. Le premier élément, c'est le remboursement plus rapide de la dette en lien avec la réfection du chemin des carrières. Et le deuxième élément, c'est le versement des redevances à la MRC Les Mascoutins et la ville de Saint-Jean-Baptiste qui sont plus élevées que l'année dernière. Il faut savoir que vous allez voir un petit peu plus loin, vous allez voir qu'on a des revenus équivalents à l'augmentation de dépenses, donc un impact à zéro sur le budget de la ville, et d'autres éléments pour 1 500 $. Dans cette diapo, on retrouve la répartition des dépenses par fonction. J'attire votre attention sur trois éléments importants. Je ne sais pas si les trois éléments ici importants qui représentent 50 % des dépenses budgétisées, soit la quote-part aux organismes régionaux que l'on va voir dans la prochaine diapositive, le service de dette et le remboursement du fonds de roulement qui représente 5,4 millions ou 13 % du budget, et le paiement au comptant d'immobilisation à partir du budget qui inclut la taxe sur le pavage de 4 sous. Ensuite viennent les dépenses d'opération, un petit peu ce que M. Saint-Onge mentionnait. Au niveau de l'administration, on parle des dépenses de conseil municipal, les finances, les ressources humaines, la direction générale, le greffe, les services juridiques et les évaluateurs. Au niveau de la sécurité publique, c'est principalement la circulation sur le chemin de la montagne ainsi que les brigadiers scolaires. Au niveau du transport, c'est la voirie, l'enlèvement de la neige, l'éclairage de rue. Hygiène du milieu, tout ce qui est aqueduc, égout, environnement. Excusez-moi, Mme Lapalme. Oui? Est-ce que ça se peut que ça ne suive pas à l'écran? Oui. Oh, pardon. Voilà, Merci. je m'excuse. Donc, ce que j'expliquais, c'est ça, personne ne l'a vu dans le fond. C'est ici le 50 % que je vous mentionnais pour les départs, les dépenses d'organismes régionaux, le service de dette, les paiements au comptant. Ensuite, c'est les dépenses générales, la circulation, les brigadiers scolaires. Ici, c'est l'enlèvement de la neige, la voirie et l'éclairage de rue.
l'hygiène du milieu, aqueduc, égout, environnement. Santé, bien-être, c'est en lien avec les maisons lézardées. Hygiène du milieu, c'est la distribution du réseau de l'eau, de l'égout. Et ensuite, l'aménagement du territoire pour finalement finir avec les loisirs qui contient les loisirs, la culture et l'entretien au niveau des parcs. Comme mentionné précédemment, la quote-part des organismes régionaux représente 33 du budget pour plus de 13,6 millions pour la ville. La sécurité publique, soit l'incendie et la régie de police, à elle seule représente 45 de la dépense des organismes régionaux. Voilà. OK. OK, là, tu peux faire next. Voilà. OK. Est-ce qu'il est sur le bon écran? Donc, au niveau de la MRC, il y a une augmentation, ça tient compte de l'ouverture de l'écocentre régional. Ensuite vient la CMM, la RTM, qui est de l'Agence régionale de transport métropolitain, le service animalier, la régie de l'eau et la régie d'assainissement. Maintenant, au titre des revenus, la même chose qu'au niveau des dépenses, je vais expliquer la variation entre 2021 et 2022. Donc, on se rappellera qu'en 2020, la Ville a reçu une subvention de 1,8 million, pardon, ce sera le fun, de la part du gouvernement en lien avec la COVID. Donc, au budget 2021, la Ville, elle avait utilisé 1,1 million sur cette subvention pour financer des dépenses supplémentaires reliées à la COVID, financer des pertes de revenus temporaires, équilibrer également le budget avec un 0 % d'augmentation de taux de taxe foncière en 2020. En 2022, le Conseil affecte le solde non utilisé de la subvention, le solde disponible au montant de 691 300 pour faciliter l'équilibration de son budget. Il y a eu, en 2021, la tenue des élections municipales qui étaient financées en partie par affectation. Ensuite, il y a une baisse de revenus. Suite à l'ouverture de l'écocentre régional, les revenus n'appartiendront plus à la Ville. Il y a une baisse de revenus également pour les intérêts pour 3 raisons. L'utilisation des surplus pour la rénovation du centre aquatique, l'utilisation également pour remboursement anticipé de certains prêts qui venaient à échéance et la baisse des taux d'intérêt. Également, une fin d'entente avec Cégep pour la refacturation d'un salaire de mécanicien qui, dorénavant, le salaire est payé directement par Cégep. On a toutefois des nouvelles sources de revenus. L'effervescence du marché immobilier permet d'augmenter les revenus de droits de mutation pour un total annuel de 1,8 million. On prévoit des revenus additionnels par rapport au montant qu'on avait prévu en 2021 concernant les permis et les études de dossiers au service de l'aménagement du territoire. Un petit peu plus de subventions reliées au pacte fiscal 2020-2024 avec le gouvernement du Québec. Ensuite, le remboursement anticipé de la dette, là, comme on a mentionné tantôt au niveau des dépenses avec, concernant les carrières. Et ensuite, au niveau de la variation des différents taux de taxes, ça amène des revenus additionnels de 1,4 million. Fait que, autant au niveau des taux variés, des taxes de secteur ou encore des différentes compensations qu'on va voir un petit peu plus loin. Dans cette diapo, ce qu'on remarque, on remarque encore une fois que la Ville a une très grande dépendance, soit 82 % de ses revenus proviennent des revenus de taxation.
Donc, il n'y a pas d'évolution d'une année à l'autre. Là, on voit toujours notre dépendance face aux revenus de taxes. Maintenant, si on aborde au niveau de la taxation et des compensations, au 31 octobre 2021, l'IPC du Québec est à 5,02 %. L'augmentation du compte de taxes pour le logement moyen sera de 3,75 %. Donc, c'est donc dire que le compte de taxes va être inférieur à l'IPC au 31 octobre de 25 %. Ici, on compare le compte de taxes de un logement par rapport à l'année dernière. Donc, on peut voir qu'il y a une augmentation au niveau de la foncière, un maintien au niveau de la taxe sur le pavage, une diminution de 5 $ au niveau de la compensation, pour un impact de 3,75 % d'augmentation pour un logement moyen de 382 500. Ce qui est intéressant, ce qu'on a regardé, c'est que un logement qui bénéficie des 3 services dont la valeur est de 382 700 et moins va avoir une augmentation de 3,75 % et moins. Et ça représente 60 % des logements à Mont-Saint-Hilaire qui ont une valeur inférieure à 382 700. Si on tient compte les unifamiliales et également les condos. Et nécessairement, ceux qui ont une valeur supérieure à 382 700, leur compte de taxe va avoir un taux supérieur à 3,75, mais toujours en restant inférieur à l'inflation au 31 octobre. Maintenant, si on regarde, on se rappelle qu'en 2021, il y a eu un gel du compte de taxe, du taux de taxe foncière grâce à la subvention gouvernementale. Si on regarde l'évolution du compte de taxe sur 2 ans, on voit qu'il y a une augmentation de 3,72 % sur 2 ans, 129,40, ce qui représente une augmentation de 1,86 % annuellement. Ici, on voit pour les 6 catégories de taux variés les différents taux de taxes. On remarque que le taux de taxe pour l'agricole est encore maintenu en 2022 à 10 sous inférieur au taux de base. La dette à long terme, il faut vraiment regarder cette diapositive-là en 3 sections. Au niveau de la dette sur l'ensemble, la dette concernant la construction de la caserne incendie et la dette hôtière. Concernant la dette pour la caserne incendie, c'est sûr qu'il reste encore une partie qui nous appartient, mais tout le paiement, le capital et les intérêts sont payés par la régie incendie. La portion ici tiers, c'est la portion qui appartient aux riverains ou encore que c'est des subventions que le gouvernement va nous payer sur une période de 20 ans. Donc, si on revient à la dette à l'ensemble qui a un impact sur le taux de taxe foncière, on voit qu'entre 2020 et 2021, il y a une augmentation de 5,5 millions parce qu'il y a eu plusieurs financements qui ont été faits au cours de l'année 2021, soit le site de dépôt à neige, la réfection de la rue 116 des Chemins Benoît, les travaux de réfection sur Radisson, des travaux également dans le secteur de l'école primaire et une portion a été financée pour le centre aquatique. On projette financer 6 millions l'an prochain avec un remboursement de capital de 2,6 pour terminer l'année au 31 décembre 2022, si bien sûr on a réalisé l'ensemble des projets qu'on a prévus au PTI à 41 millions $, ce qui va amener la dette totale l'an prochain à 56 millions versus cette année 52,6. Et maintenant, au niveau du service de dette, je vous rappelle que le service de dette, c'est le paiement des investissements en immobilisation qui comprend le capital et les intérêts. En 2021, le Conseil avait décidé de maintenir le même service de dette au budget à l'ensemble, malgré la baisse des taux d'intérêt et malgré également le fait que la dette a diminué, parce qu'il connaissait l'impact des projets d'investissement en 2021. Donc, les sommes qui avaient été rendues disponibles au budget 2021 ont servi spécifiquement à rembourser des emprunts lors de leur refinancement. Donc, c'est pour ça que malgré l'augmentation de la dette qu'on a vue à la diapo précédente,
on voit que le service de dette sur la dette à l'ensemble, il n'y a pas d'augmentation par rapport à 2021. Au niveau du service de dette sur la Société québécoise d'assainissement des eaux, il y a une diminution, on constate une diminution par rapport à 2021. Et ça a un impact positif là, sur la compensation de l'assainissement qui va être imposée sur le compte de taxes. Autre tiers, bien, c'est le remboursement plus rapide là, de la dette qui est en lien avec la réfection là, du chemin des carrières, tel que l'on a vu, là, des revenus additionnels, des dépenses additionnelles. Donc, ça, c'est la portion au niveau de la réfection du chemin qui va être remboursée plus rapidement. Maintenant, si on regarde sur une évolution sur 5 ans, le poids du service de dette, ça c'est important, c'est le service de dette total par rapport au budget de fonctionnement. Donc, on peut voir que le poids, globalement, il y a une réduction d'année en année là, depuis 2017. La Ville a également une politique de gestion de la dette. Donc, à l'intérieur de cette politique, il y a 2 ratios qu'on assure qu'on fait un suivi. Le premier concerne la référence au niveau du service de dette, mais seulement la dette à l'ensemble par rapport au budget de fonctionnement. Donc, là aussi, sur une période de 5 ans, au même titre que la diapo qu'on a vue précédemment, on voit une diminution de la dette à l'ensemble, le poids qu'il représente sur son budget, en passant de 13,19 % à 10,06 % en 2022. Un autre ratio aussi avec lequel on travaille au niveau de la politique, c'est l'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière. Il y a un taux maximal de 2,5 % et on est encore là, on voit une évolution à la baisse. Également, là, on est quand même de façon importante en deçà du seuil maximal. Également, on veut toujours se comparer par rapport à d'autres villes. La même chose que par les années précédentes, les comparables sont toujours faits à partir de villes qui proviennent de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, parce qu'il y a des frais qui sont engendrés pour les villes qui font partie de la CMM. Ils proviennent tous de la même classe de population, qui est à dire de 10 000 à 25 000 habitants. 2 ratios sur lesquels on se compare. Je m'excuse. Le premier, c'est le taux global de taxation par rapport aux autres villes. Donc, Mont-Saint-Hilaire est en bleu. Donc, on voit qu'on est directement sur la moyenne des autres municipalités. Il y a des villes qui sont plus élevées, d'autres villes qui sont moins élevées. Nous, on est situés sur la moyenne. Ensuite, un autre élément, c'est l'endettement total net à long terme, le même ratio là, que l'on travaille dans notre politique. Donc, par rapport aux autres villes, on voit que notre endettement total net à long terme, il est plus bas que la moyenne des autres municipalités. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la portion au niveau du budget. Maintenant, quand on regarde le programme triennal d'immobilisation, un rappel un peu, qu'est-ce qu'un programme triennal d'immobilisation? Bien, c'est un outil de planification sur les investissements réalisés. Son adoption confirme ce soir l'intention du Conseil, mais il ne donne pas l'autorisation de faire le projet. Chaque projet doit être approuvé par le Conseil avant de débuter. Certains projets inscrits au PTI sont conditionnels à soit l'obtention d'une subvention, soit l'approbation des personnes habiles à voter ou encore l'approbation du gouvernement dans le cadre de permis ou de tout autre besoin. Ce qui est important aussi de vous mentionner, c'est que l'acquisition possible de terrain dans la zone A16 et les réserves foncières dans la zone H111 et H114-2 ont été exclus du PTI et seront présentés à la population en cas d'éventuelle acquisition au moment venu. Et également, suite à la planification stratégique que M. le maire a mentionné tantôt, l'adoption du PTI 2023-24-25 sera effectuée plus tôt au cours de l'année 2022. Donc, par grande catégorie ici, on voit que le PTI sur 3 ans, des investissements de 49 millions, dont 52 % sont prévus dans les infrastructures et 39 % au niveau des bâtiments. Donc, ces 2 sections-là représentent 91 % du PTI à venir pour les 3 prochaines années. Excusez-moi, si vous pouviez juste faire suivre l'écran. Merci. Je m'excuse. Oups.
Alors voilà, c'est ce que je mentionnais, 52 d'infrastructures, 39 au niveau des bâtiments, ce qui amène 91 des investissements sont prévus dans ces catégories-là, avec des sources de financement diversifiées. Fait que vous voyez que, dans le fond, le Conseil tend à diversifier le plus possible ses sources de revenus. On parle de la taxe spéciale sur le pavage, on parle du financement à partir du budget, à partir du fonds de roulement, donc s'emprunter à soi-même. Une portion à l'emprunt à l'ensemble qui représente 34 l'emprunt à des secteurs, à des riverains. Ensuite, l'utilisation de surplus pour quand même 10 du budget, l'utilisation du fonds des parcs et au niveau des subventions, les deux éléments, soit qu'on est subventionné sur 20 ans ou encore au comptant, qui représentent 34 des investissements. Donc, on va chercher quand même un pourcentage important de nos investissements sous mode de subvention. Donc, les principaux projets, en fait, on va juste vous mentionner les principaux projets pour 2022. Donc, M. le maire l'a mentionné tantôt, c'est le budget participatif qui sera lancé quand même assez tôt au courant de l'année 2022. Ensuite, au niveau des terrains, il y a l'acquisition pour fin de conservation. Ensuite, la contribution au fonds SNAP, tel que par les années précédentes. L'acquisition de terrain pour l'ouverture de la rue du centre civique et l'acquisition de terrain pour la rue des Chardonnerets. Au niveau des infrastructures, les projets spécifiques pour 2022, la réfection de la rue Maricourt, la réfection de la rue Malo, divers travaux de voirie avec la taxe sur le pavage du Quai-Dessous, la planification des travaux, plans et devis pour les projets de 2023, la réhabilitation du réseau d'aqueduc par chemisage structural, la rénovation du station de pompage de Marseille, la modernisation de l'éclairage de fûts décoratifs et le transport actif sur la rue Campbell. Ce qui est intéressant de vous mentionner, c'est sur l'ensemble des projets que je vous ai mentionnés, mis à part la modernisation de l'éclairage sur fûts décoratifs, ils sont tous subventionnés. L'éclairage de fûts et la taxe sur le pavage, ils sont tous subventionnés par différents programmes de subvention, que ce soit la TEC, le FUMO ou encore le transport actif qu'on appelle le TEPU. Au niveau des bâtiments, une concentration sur la bibliothèque. On parle du parement de briques, du revêtement de bois extérieur, de la toiture et de la climatisation. Et au niveau de l'hôtel de ville, de faire des travaux ponctuels sur le système de ventilation. Maintenant, au niveau des parcs et espaces verts, on parle du parc Lamartine, du parc L'Armauve, la réfection de la rue Saint-Charles, du muret de la rue Saint-Charles, une passerelle Sentier du Plémont et l'établissement de concept pour le Parc des Mers en 2023. Maintenant, au niveau des équipements informatiques, c'est les serveurs de stockage, les solutions de virtualisation là, pour les applications de travail à distance, toujours pour sécuriser le plus possible notre environnement informatique. Au niveau des équipements, on parle du programme de remplacement des équipements de l'ameublement et du mobilier, dont plusieurs seront faits au niveau de la bibliothèque en 2022, et les panneaux d'identification des parcs et des entrées de ville également. Donc, ce qu'il faut retenir pour le budget 2022, je vais passer la parole à M. Gartin. Alors, en guise de retour, en fait, sur la présentation, rappelons-nous que on souhaite cette année réaliser une planification stratégique, un budget participatif, un bureau d'initiative citoyenne, soutenir la culture et ensuite mettre en œuvre en fait le plan de mobilité active, des programmes de subvention en fait pour le patrimoine, des actions éco-responsables comme un bilan de gaz à effet de serre, un programme de plantation de végétaux accru, puis une politique de gestion des surplus, notamment pour y faire une place pour la conservation des milieux naturels. Il faut rappeler que cette année, en fait, c'est la fin également de l'aide financière pour la COVID-19, ce qui fait que bien, la Ville doit s'ajuster de manière à prévoir cette baisse de revenus-là. Et comme on avait promis, en fait, on vous propose un compte de taxe qui est inférieur à l'IPC.
On serait donc rendu à la période des questions. Alors, M. Saint-Onge, est-ce qu'on a beaucoup de questions en ligne? Nous avons pour l'instant aucune question en ligne. Monsieur le maire, la seule question qu'il y avait a été retirée par la citoyenne, sauf que nous avons environ un 20 à 30 secondes de décalé avec le direct. Donc, peut-être voir s'il y a des questions en salle, qu'on puisse procéder, laisser le 30 secondes, voir s'il y a d'autres questions qui rentrent par d'autres citoyens. D'accord. Alors, nous prendrons des questions de la salle. On pourrait tirer au sort, monsieur le maire. Alors, M. Morneau. Je vais trouver ma petite feuille. Bon, merci. Juste un mot d'introduction. C'est la première année que j'ai entendu le DG. Pardon? C'est la première année que j'ai entendu l'état de la situation du DG avec toutes les statistiques qu'il y avait. Je n'avais plusieurs. J'ai bien apprécié. Je ne sais pas si pour l'intérêt public, ce serait possible de mettre vos notes disponibles sur le site Web, parce qu'il y avait tellement d'informations de ce que vous avez dit. J'en ai perdu pas mal. Mais c'était intéressant de voir que ce n'est pas seulement des millions de dollars, le budget de la Ville, mais où ça va l'argent. Puis je pense qu'il y avait une bonne illustration de à quelle place que l'argent va. Quand on paye des taxes, c'est bon de savoir où ça va. Puis je pense qu'il y avait un bon résumé de tous les différents champs d'activité. Puis je pense que ce serait une bonne chose que ça soit disponible pour que les gens puissent regarder ça, pas seulement la grande foule qui est ici ce soir pour entendre ce qu'il a dit. Le budget balancé, ça c'est... On n'a pas le choix, c'est une loi provinciale. Il faut que le budget soit balancé, donc bravo. Il y a une question, référence à la dette. Je regarde pour 2022, puis je regarde la tendance des dernières années, c'est fantastique. Mais quand vous calculez la dette pour 2022, c'est basé sur quel taux d'intérêt? Je dis ça parce que toutes les analystes financiers présentement, avec le taux d'inflation qu'on a, on anticipe en 2022 que le taux d'intérêt va augmenter, puis il va augmenter possiblement de 1% sur 12 à 18 mois. Fait que pour 2022, est-ce que vous avez inclus dans vos prévisions budgétaires une augmentation du taux d'intérêt que le service de la dette va augmenter? Merci pour votre question. Je ne sais pas si Mme Lapalme, allez-y. En fait, ce qu'il faut savoir pour le service de dette, la plupart des taux d'intérêt, ils sont tous fixés pour l'année parce que c'est des dettes qui sont soit sur un terme de 10 ans, de 5 ans. Donc, puis on a été en financement en novembre, puis on a notre taux d'intérêt pour toute l'année prochaine. Donc, l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt, on va le voir en novembre 2022 pour le budget de 2023. Donc, ce qui est au budget présentement, ce sont les taux réels, avec un service de dette qui est vraiment le montant de dette le service de dette qu'on va réellement payer. Donc, il n'y avait aucun frais qui venait à échéance en juin ou juillet? Non, ils sont tous en novembre, donc puis on a tous les taux confirmés pour ça. C'est une bonne affaire. Mais les taux tendent à monter si on se compare aux quelques années précédentes. Donc, on est à l'affût de ça et ça fait partie des considérations qu'on a lorsqu'on on planifie notamment le service de la dette. OK. Côté réalisation 2021, personnellement, ce que j'ai pu voir physiquement, il y a deux belles réalisations que j'ai vues dans la ville. Ça a été la réalisation puis l'ouverture du sentier dans le Piémont, du côté du flanc nord de la montagne. Là. Je l'ai marché souvent. Puis je dois dire, c'est une belle réussite. Il manque juste à mettre des accès pour les quartiers limitrophes là, qui puissent avoir accès à ce sentier-là, parce qu'il y a 2,5 km où il n'y a pas du tout d'accès, là, à partir de la rue des Filles jusqu'à la rue Rouillard. Mais chapeau pour ceux qui ont été impliqués dans ce projet-là, parce que c'est une belle réalisation. Puis je pense que les gens ont besoin justement du plein air puis d'en profiter. Puis je pense que les gens vont aussi l'utiliser au lieu de prendre leur voiture nécessairement pour aller au centre de la nature pour se promener dans le bois. Bien, ils peuvent y aller à pied dans le sentier du Piémont. Fait que chapeau. Je ne sais pas si vous pouvez inclure dans votre prochain
budget triennal, c'est de mettre des étapes pour la continuation du sentier sur le flanc sud de la montagne. Parce que sur le flanc sud, à partir de la rue Cardinal, il y a un sentier présentement qui est là, mais qui n'est pas formel, officiel. C'est un chemin forestier qui desservait les cabanes à sucre qu'il y avait sur le flanc sud. Mais présentement, il y a beaucoup de monde qui l'utilise, mais ce n'est pas un sentier officiel à partir de la rue Cardinal, mais qui pourrait s'étendre jusqu'à l'accueil du Centre de la nature. Que les gens qui demeurent comme moi sur le flanc sud ou dans la Pommeraie pourraient aller sur le sentier dans le Piémont sur le flanc sud pour aller au Centre de la nature à pied et non pas prendre le tour pour aller faire la congestion sur le chemin de la montagne puis le chemin du Moulin pour aller au Centre de la nature. On peut y aller à pied au Centre de la nature à partir du sentier s'il peut être développé du côté du flanc sud. Alors, je vous remercie pour le commentaire. Premièrement, je vais transmettre vos remerciements aux personnes concernées, notamment l'équipe du SAT qui a participé, mais surtout à l'équipe du Centre de la nature. Je prends bonne note, en fait, de votre commentaire pour possiblement envisager un sentier du Piémont sur le flanc sud qui permettrait, en fait, de se rendre jusqu'au pavillon d'accueil Alice Johansson de la réserve naturelle Galt de l'Université. Ça serait parfait. Ça ne sera pas coûteux parce qu'il existe déjà. C'est un chemin forestier qui est là. C'est encore drôle. Peut-être une dernière intervention de manière à ce qu'on puisse passer la parole à d'autres membres de l'assistance. Puis après ça, si vous avez d'autres questions, puisqu'il y a achalandage. Et on a des questions de l'assistance. Donc, j'aimerais juste intervenir sur le dernier point. Si c'est possible, Monsieur le maire. S'il vous plaît. Merci. Juste préciser, vous avez précisé, moi je ne le répéterai pas, le nom de la rue et de l'accès, puisque c'est un accès non formel, informel et illégal pour le moment. Donc, juste aviser les citoyens, s'ils y vont, pour l'instant, je veux quand même être transparent et aviser qu'il y a des possibilités d'éviction et d'amende. Donc, ce n'est pas un sentier autorisé ni par la municipalité ni le Centre de la nature. Donc, comme c'est enregistré que ça pourrait... aller au plus loin, désolé du côté légaliste de la chose, mais je veux quand même informer les citoyens, mais j'ai entendu votre demande et on pourra en faire des vérifications, mais je pense que c'est important que les citoyens sachent que ce n'est pas un accès autorisé. Merci pour les précisions. Une autre petite parenthèse pour le sentier du Piémont. J'ai remarqué dans le programme triennal la passerelle dans le sentier. Est-ce que c'est celui sur la portion orange du sentier qui est... J'avais fait la demande de 2 ans là, pour avoir une subvention pour faire la passerelle. Je ne sais pas si c'est... Je laisserai peut-être le soin à M. Saint-Onge, parce que moi, je pense à des passerelles, mais c'est peut-être pas celle qui était visée. Je vais juste me permettre de regarder la fiche triennale et je vous reviens dans quelques secondes. Mon deuxième commentaire référence les réalisations de 2021, c'est la rue Radisson. C'est une très bonne amélioration de voir, premièrement, qu'il y a un trottoir, finalement, puis une piste cyclable sur la rue Radisson. Je ne sais pas si la Ville peut prendre comme approche pour les futures réfections des roues. Je ne sais pas si c'est dans le plan comme actuellement, mais je pense que ce sera une bonne chose qu'à chaque fois qu'il y a une rue qui est refaite, soit pour le resurfaçage ou autre, en profondeur dans la canalisation, qui fasse au moins un trottoir et une piste cyclable. Parce qu'éventuellement, il faut connecter les pistes cyclables, parce que là, on a des bouts à gauche, à droite, puis il faudra bien les connecter un jour. J'en prends bonne note, notamment, il y a le plan de mobilité active qui doit viser certainement certaines améliorations à cet égard-là. Alors, je pense que je vais inviter d'autres membres de l'assistance pour d'autres questions. Je vous remercie. On a une question. Si non, peut-être la réponse que je peux donner sur la passerelle. Alors, on me dit que c'est dans le cadre des travaux d'aménagement du sentier en Piémont. Il y aura lieu de procéder à la construction d'une passerelle près de l'accès Ozias-le-Duc afin de permettre le franchissement d'un lit rocheux d'un ruisseau qui coule abondamment au printemps. Oui, donc c'est la fameuse passerelle qui passe juste un peu en haut de la chute, en fait, pour ceux qui connaissent le terrain ou l'ancienne propriété du MTQ. En effet. Aucune question en ligne, Monsieur le maire. Monsieur Toner. Bonsoir tout le monde. Mon intention, c'est pas faire la belle-mère. Le budget, c'était toujours une période que j'étais très passionné, puis je posais plusieurs questions, donc je vais en poser quelques-unes ce soir. Je vais commencer avec le surplus.
c'est quoi le... Je sais qu'on n'est pas en fin d'année tout à fait encore, mais avez-vous des prévisions? Puis je regarde Mme Lepane parce que je sais que les réponses vont venir d'elle, si vous me permettez, M. le maire. Allez-y. Donc, Mme Lepane, c'est quoi votre prévision pour cette année pour le surplus? Avez-vous estimé le montant? On peut dire aux 300 000 près, là? C'est parce qu'il y a eu des grosses ventes récemment au niveau des droits de mutation qui étaient quand même exceptionnelles, mais autour de 2,5 millions. 2,5 millions. Je veux juste souligner que j'ai fait une recherche au mois de septembre. J'ai profité de je retourner dans les dossiers publics, puis je suis allé voir depuis 10 ans les surplus de la Ville. Puis en moyenne, sauf 2020, je pense qu'on avait 7 points quelque chose millions de surplus, que c'est à peu près 2,5 à 3 millions à chaque année. Donc, peu importe ce qu'on fait dans l'exercice budgétaire, on a toujours des surplus assez importants. On parle de 5, 6, 7 du budget. Puis je sais que dans le passé, les droits de mutation, vous avez soulevé que les droits de mutation sont encore cette année, vont être très élevés par rapport au budget. Beaucoup moins que les années précédentes. Oui, c'est ça. Donc, vous avez quand même augmenté 1,8 million de prévisions. Puis on va être quoi, 2,5 millions cette année? En fait, M. Turner, si je peux vous faire le commentaire, c'est vrai que lorsqu'on regarde les surplus, hein, d'année en année, ils sont pas mal toujours au rendez-vous. Mais ils sont au rendez-vous, en fait, jamais pour les mêmes motifs. Parce que d'une année à l'autre, il y a différents éléments qui font qu'on a ces surplus-là. On peut penser à l'année dernière, année exceptionnelle, avec subventions, baisse de dépenses associées à des salaires et ainsi de suite. Donc, année vraiment exceptionnelle. Mais si on regarde d'année en année, il y a des éléments qu'on doit budgéter, notamment des salaires ou autres, puis bien, il y a des congés de maladie, il y a des départs et ainsi de suite. Ce qui fait que, bien, d'une année à l'autre, on essaie de prévoir un peu l'imprévisible. Mais il faut se souvenir d'une chose très importante, c'est qu'on est tenu, en fait, de ne pas avoir de déficit. Et je pense que personne, en fin d'année, voudrait au contraire qu'on budgète vraiment de manière serrée et que le cadeau de Noël qu'on envoie à la population, c'est un deuxième compte de taxes pour éponger, en fait, un déficit. Alors, je comprends, si je comprends bien la nature de votre question. Non, mais je pense que je comprends d'où vous vous souvenez aussi, là, puis c'est avec tout le respect que je vous dois. Mais je sais qu'il y a des récurrences à tous les ans aussi. Puis le deuxième, il y a le droit de mutation. Depuis que j'ai été élu, les 4 années, ça revenait à tous les ans. Puis l'autre qui venait aussi, c'était la masse salariale. Puis la question que j'ai en réalité, est-ce qu'on utilise toujours, quand on fait nos augmentations, on compare budget à budget ou de réel à budget? Puis je sais que dans la masse salariale, vous en faites référence. Puis en réalité, c'est vrai qu'il y a des départs, il y a des postes qui ne sont pas comblés, il y a des congés de maladie, tout ça. Est-ce que vous prévoyez encore cette année, avez-vous budgété en prenant ça en considération que la masse salariale, probablement qu'on n'atteindra pas les dépenses prévues? On a mis 400 000 en optimisation, donc avec des absences, des départs, des choses comme ça. Donc, vous avez prévu un montant moindre que ce que... Absolument. OK, bon, c'est bon. Et M. Saint-Onge, auriez-vous quelque chose à ajouter? Oui, peut-être préciser aussi que c'est une année de négociation des conventions collectives et de l'entendre des cadres. Donc, il y a aussi une optimisation qui a été faite à ce niveau-là pour prévoir l'impact que pourrait représenter l'ouvrage qui sera fait, puisque les conventions se terminent au 31 décembre, comme M. le maire l'a dit. Donc, il y aura définitivement un impact à prévoir, donc aussi optimisé au niveau du budget et prévu dans les mois à suivre. Puis, je pose réellement les questions. La vraie raison, c'est qu'on a une augmentation de 3,75 de taxes. Mais si on a des gros surplus, est-ce qu'on augmente trop? C'est vraiment ça la question que je pose. Oui, alors, bien... Puis, je vais vous avouer, en connaissance de cause aussi, que j'étais aussi dans la même situation il y a 1 an, il y a 2 ans aussi, de se poser cette question-là tout le temps. Est-ce que l'augmentation reflète la réalité budgétaire qu'on va avoir? Là, oui, bien, en fait, la difficulté vient tout le temps, comme Mme Lapalme l'a expliqué, par rapport au budget, aux dépenses non récurrentes versus les coûts récurrents qui sont plutôt prévisibles. Et
Comme je vous dis, c'est très multifactoriel. Il y a certainement une analyse qu'on aurait pu faire peut-être plus approfondie, mais vous aurez compris qu'en un mois, Non, je comprends très bien. Mais j'entends votre propos. C'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi peut-être mieux intégrer par les années à venir. Je suis convaincu que vous allez peut-être nous le rappeler. J'en doute pas. Ça m'intéresse beaucoup, donc je vais sûrement revenir poser des questions. Une autre question, j'en ai à peu près 5 questions. Le 1 de la TVQ, le 1 je n'ai pas vu de mention dans le document. C'est combien prévu pour l'année 2022? Dans la variation des revenus, vous avez vu un 31 500 d'augmentation de revenus. Au niveau des subventions, ça vient du 1 point de la TVQ qui est transféré additionnellement. Puis, il y a certaines subventions qu'on a eues l'année passée pour la gestion des actifs qu'on n'aura pas cette année. Mais juste le point de la TVQ, de mémoire, c'est autour de 94 000. Donc, c'est pas un gros impact? Non. OK. Il y avait aussi, dans la politique du surplus, vous avez parlé d'avoir des ajustements. J'imagine que vous n'avez pas vraiment commencé dans votre réflexion. Je serais curieux, par contre, je pense que c'était 50 qu'on prenait pour remboursement de la dette dans le passé. Est-ce que ça, vous allez le retenir? Bien, en fait, la politique va être revenue et c'est un chantier qu'on va entamer bientôt, puis qui doit se terminer, en fait, avant le dépôt des états financiers en mai. Alors, on pourra vous reparler, en fait, des pourcentages puis de l'ajustement en temps et lieu, mais en ce moment, on n'a pas eu de discussion approfondie sur ça, sinon qu'une intention claire et bien affirmée du fait qu'il fallait le revoir. OK. Le taux d'intérêt, tantôt, vous avez parlé, vous avez mentionné le taux d'intérêt sans me donner le chiffre pour le mois de novembre 2021. Avez-vous le chiffre que vous avez obtenu quand vous avez renouvelé la dette? De 13 millions, je pense, c'était. Pardon? Oui, c'est autour de l'année passée, un petit peu plus cher que l'année passée, mais on est à 2,14. OK, vous êtes encore très bon. Ouais. Donc, ça va être l'année prochaine que ça va probablement avoir une vraie surprise. Puis, ma dernière question, c'est au sujet des maisons lézardées. Oui. Puis, je sais que c'était discuté lundi dernier. Puis, j'ai vu un chiffre là-dedans de 100 000 $. Vous avez voté 100 000 qui va être extrait de cette année, du budget de 2021. Puis là, dans le budget de 2022, je pense que vous parlez de 100 000 aussi. Ce que j'ai vu dans le... Donc, cette année, il y a eu un montant qui va être majoré. Oui. On espère, en fait, obtenir les fonds. Et cette année, si je ne m'abuse, en fait, on prévoit un autre 50 000 $ pour obtenir 50 000 $. Ah, OK, c'était 50-50. Et c'est pour ça que c'était dans les revenus, en fait. Mais ici, vous avez 100 000 $, je pense, de prévu pour 2022, que vous avez mis comme budget, là, qui va être... Dans les dépenses, puis on a 50 000 au niveau de la subvention. Ah, donc ça inclut 50 000 Oui, de Québec. Exactement. C'est 50 000 net pour la ville. Puis je vais... ça, de ce sujet-là, je le soulève parce que je pense que vous avez constaté déjà que c'est un genre de pique-nique, un bar ouvert, un peu. Il y a une tentation. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander, j'imagine, des subventions. Avez-vous considéré qu'il y a un problème de radon aussi à Mont-Saint-Hilaire, ça se pourrait que des gens viennent demander des subventions, puis aussi le problème de pyrite, de la pyrite. Puis je sais qu'il y a beaucoup de maisons aussi qui sont affectées. Quand ils viennent pour vendre leur maison, ils découvrent qu'ils ont de la pyrite, puis la valeur de la maison chute. Est-ce qu'on va commencer à donner des subventions aussi pour couvrir ces coûts-là? Alors, vous savez, en fait, toutes les causes pour maisons lézardées, au début, ça nous semble très, très aigu. Puis après ça, quand on fait un état des lieux, on est en mesure de mieux comprendre l'état et l'étendue de la situation. Pour la pyrite, ça fait quand même un certain temps qu'on en parle. Pour le radon aussi. Alors, on est à revoir aussi tous les critères du programme de manière à vraiment bien cibler le programme de façon à aller rejoindre les personnes qui sont le plus dans le besoin et à bien évaluer la situation. Alors, on comprend qu'il y a une situation qui est un peu aiguë en ce moment. On a à faire un état des lieux. On veut quand même être diligent puis se préparer parce qu'il y a des années où il n'y avait eu aucune réclamation, puis il y a des années où c'est, comme cette année, une année plus importante. Donc, on est à revoir. Premièrement, on prépare le budget, mais ensuite, on aura à revoir les règlements de façon à vraiment aider le plus grand nombre de personnes, mais de le faire quand même d'une façon diligente. Merci. Puis juste ma dernière question. C'était la dernière ou l'avant-dernière? Oui, mais c'est parce que sinon... Non, c'est une question, elle ne sera pas donc. D'accord. Il n'y a pas beaucoup de préambule.
Compte de taxes, vous avez parlé pour les maisons, je pense en bas de 386 000, ce serait 3,75 d'augmentation, mais les maisons au-dessus de cette valeur-là, puis il y en a plusieurs à Mont-Saint-Hilaire maintenant, c'est combien l'augmentation? Alors, je laisserai le soin à M. Saint-Onge de répondre à cette question. Alors, c'est 362 000, je crois, mais c'est, dans le fond, 60 des résidences de Mont-Saint-Hilaire qui sont dans ce montant-là, qui vont avoir une hausse en dessous de 3,75 puisque c'est la valeur moyenne, mais il y a une partie du compte de taxe qui est un taux fixe à tous et chacun. Donc, ce que ça fait, c'est que ça peut venir mettre un taux fixe sur les maisons de plus grande valeur, qui est le même que tout le monde, donc les frais par porte, qu'on appelle comme les ordures, l'aqueduc, l'égout, des choses comme ça. Et l'impact sera tout de même pour les maisons les plus nanties, d'avoir le taux d'inflation en dessous du taux, donc à 5,02 là, au mois d'août, 31 octobre, au 15 octobre, 31 octobre. En dessous de l'IPC. Donc, ça va être en dessous de l'IPC tout de même pour les résidences les résidences de 800 000, par exemple, ils pourraient se ramasser avec une augmentation de 5 c'est ce que vous dites? Les maisons au-dessus de 382 000, l'inflation va augmenter jusqu'au maximum là, qui peut être l'IPC. Donc, il y a une courbe que vous avez établie. Oui, on sait que ça répond à environ 60 pour les maisons. Et les maisons, je ne me rappelle plus le chiffre, c'était 1 million. La deuxième strate, la deuxième strate d'évaluation était pour environ 82 des maisons qui sont couvertes par une hausse moindre aussi. Mais bien sûr, à un moment donné, l'évaluation de la valeur des propriétés vient augmenter jusqu'au taux d'inflation IPC québécois. C'était 500 000, M. Saint-Onge. Pardon? C'était jusqu'à 500 000, c'était environ 80 des maisons. OK. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'on a des questions? Oui, M. Tourneur a ravivé les flammes en ligne. J'ai une seule question de Mme Julie Jaudoin. Alors, bonsoir et encore félicitations pour votre élection et votre premier budget. J'aimerais vous entendre sur 2 points au budget. Donc, on a 2 questions ici, M. le maire. Ma première question est un peu précise, mais j'aimerais comprendre. Pourquoi autant d'argent dans un programme de maisons lézardées? Y a-t-il un programme pour les autres situations de nos propriétés qui ont besoin d'investissement? Et il me semble qu'à l'écoute de l'une de vos dernières séances, que c'est beaucoup d'argent pour quelques citoyens. Demande citoyenne de 1,5 million. Cet argent vient-il de nos taxes? Et si oui, cela ne représente-t-il pas un congé de taxes sur près de 10 ou 15 ans pour ces quelques propriétaires qui devraient plutôt réhypothéquer leur maison à leurs frais ou poursuivre leurs promoteurs? Exemple, maison lézardée, patrimoniale, vice de construction, drain français, pyrite, radon, etc. Je vous laisse répondre à cette question. Il y a aussi une deuxième question par la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains propriétaires, ils ont épuisé les recours qu'ils pouvaient entreprendre auprès des contracteurs qui ont construit leur maison. Puis souvent, malheureusement, vous avez déjà entendu parler de coquilles vides. Donc, c'est ces entreprises-là qui, à toute fin pratique, n'existent plus. Donc, ces propriétaires-là ont peu de recours. Et puisque les paliers de gouvernement supérieur sont au fait, en fait, de cette situation-là, ils ont créé un programme. Donc, on ne fait que faciliter ce processus-là. Pour ce qui est de est-ce beaucoup d'argent ou autre, bien, en ce moment, ce qu'on veut faire, c'est quand même un état des lieux pour bien comprendre la situation, puis s'assurer, en fait, d'avoir une approche responsable et raisonnée à l'égard de tout ça. De vous parler spécifiquement de ce dossier-là ce soir, c'est au regard du budget. En ce moment, on pense que c'est quand même une approche équilibrée et raisonnable. Je ne rentrerai pas trop dans le détail des maisons lézardées ce soir, puisque on est à revoir les critères du programme, puis à encore faire l'état des lieux. Alors, pour l'instant, je pense que c'est de faire preuve, en fait, c'est d'agir en bon père de famille que de s'assurer d'adhérer à ce programme-là. Puis en temps et lieu, à la lumière de l'état de la situation, puis de la révision des critères du programme, on pourra peut-être répondre à des questions plus spécifiques. La deuxième question. Peut-être un petit point par rapport à ça. Le montant de 1,5 million qui a été avancé, ce n'est pas le montant de demande de subvention, c'est un estimé fait par la citoyenne du coût des travaux estimés, du nombre de demandeurs jusqu'à maintenant. Alors, il faut faire attention là, dans l'interprétation des chiffres.
Merci. Pour la deuxième question, serait-il possible de préciser le montant qui sera investi dans les parcs municipaux afin de les aménager pour au moins s'y arrêter et profiter? Bancs, tables, etc. Madame Lapalme, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler ces montants-là par catégorie? Je pense qu'on a cette information-là dans le programme triennal. Oui, juste mentionner aussi que l'information va être sur le site Internet dès demain matin, la présentation budgétaire et également le PTI en détail. Donc, Parc Espace Vert pour 2022, on parle de 527 000 qui sera investi. Et lorsqu'on mentionne table de pique-nique, banc de parc, tout ça, ce n'est pas des dépenses en immobilisation. Ça, c'est une dépense récurrente là, au niveau des travaux publics. Merci bien. C'est tout pour les questions, Monsieur le maire. Est-ce votre dernière question, Monsieur Morneau? Non, j'en ai quelques-unes. Alors, allons-y d'une première. La première, c'est un commentaire suite à mon collègue qui questionnait sur l'histoire des budgets pour les solages lézardés, puis la dame qui a posé la question. C'est vrai que moi aussi, je me pose des questions, mais je pense qu'il faut avoir une certaine solidarité. Il faut que les citoyens s'entraident, mais il y a une certaine limite à la solidarité, une responsabilité individuelle également. Je sais que s'il y a un programme provincial qui demande d'avoir une contribution équivalente à ce qu'eux sont prêts à mettre, je pense qu'on se doit moralement de le faire et équilibrer ce montant-là, mais pas nécessairement, c'est pas illimité. Je vais donner juste un exemple concret. Ma résidence, j'avais un solage lézardé. J'ai payé les réparations. Il est réparé, il ne coule plus. C'est bon. J'ai fait faire des tests de radon. Heureusement, je n'ai pas de radon. J'ai fait faire des tests de pyrite. J'ai tout payé ça de ma poche quand j'ai acheté la maison. Mais je pense qu'il y a une responsabilité individuelle, lorsqu'on achète un produit, de faire des vérifications par ces tests-là. Des tests de radon, des tests de pyrite, faire une inspection du bâtiment. On aura la chance de revenir. Je crois qu'on comprend en fait cet équilibre entre la solidarité puis en fait la responsabilité individuelle. Maintenant, si on revient aux questions du budget, s'il vous plaît. Oui. J'ai vu dans la présentation, au niveau du PTI, c'est chiffré par groupe, mais il n'y a pas de chiffrage par item. Je ne sais pas si on est... Ça va-tu devenir public, ça, par item? Ou... L'information va être sur le site Internet dès demain matin. C'était question de faciliter la présentation ce soir, là, pour pas vous défiler toutes sortes de projets spécifiques. On a mentionné les principaux pour 2022, puis on a laissé de côté le 2023-2024, mais vous allez pouvoir y avoir accès là, sur le site Internet demain matin. Okay, en vous rappelant toujours que, en fait, c'est une prévision et que chacun des projets sera présenté au Conseil. Exactement. J'ai vu dans le PTI également que la réfection de la rue Malo puis la réfection de la rue Paul-Émile Borduas, enfin, on va l'avoir une réfection. Je ne sais pas si c'est prévu dans le... Non, c'est Malo, puis l'autre, c'était pas Paul-Émile Borduas. Maricourt. Maricourt. Mais... Parce que Paul-Émile Borduas, je ne demeure pas sur Paul-Émile Borduas, je demeure sur Jordi-Bonnet, mais la rue Paul-Émile Borduas, juste pour mettre un peu de contexte, ça part de la rue Osias-le-Duc, puis ça s'en va vers la montagne. Ça, c'est une rue collectrice. Il y a 6 rues subsidiaires qui alimentent la rue Paul-Émile Borduas. La rue Paul-Émile Borduas est dans un quartier sans lampadaire, sans lumière. Il fait noir. Avec la COVID, j'ai remarqué depuis l'année dernière, il y a énormément de maisons qui ont été vendues puis qui ont été rachetées par des plus jeunes familles, des personnes avec des enfants. Ce qu'on n'avait pas beaucoup dans notre quartier, c'était des gens plus âgés. Puis là, ils ont vendu leur maison à des familles plus jeunes, mais il y a beaucoup plus d'enfants dans notre secteur. Étant donné qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éclairage, puis étant donné que c'était une rue collectrice, on a un parc, le parc Paul-Émile Borduas. Moi, je conduis le soir pour retourner chez moi, puis souvent, là, on a du monde qui marche sans lumière le soir. C'est un peu dangereux, surtout quand il pleut. On ne voit pas les gens qui marchent sur le bord.
puis il marche dans la rue. Parce qu'il n'y a pas de trottoir, puis il marche dans la rue, puis il fait noir. Ma demande, c'est que dans votre prochain plan triennal, prochain PTI, lorsque vous allez prévoir de resurfacer la rue Paul-Émile-Borduas, qui en a grand besoin, ça fait plusieurs années que j'en parle, est-il possible de planifier en même temps de faire un trottoir à la grandeur de Paul-Émile-Borduas d'un côté, puis de l'autre côté, de faire une piste cyclable qui compléterait le plan des pistes cyclables, étant donné que c'est une rue collectrice, qu'il y a 6 rues qui tombent sur celle-là, qui les emmènent au parc ou les autobus scolaires qui passent dans ce coin-là. Une considération pour votre prochain plan triennal. C'est bien reçu, je vous remercie. Mon dernier point. Dernier? Je pense que oui. Ah, d'accord. Mon dernier point, c'est, je voudrais revenir sur les budgets qu'on donne pour l'entretien des routes. C'est un point qui me tient à cœur. Je ne sais pas si vous avez probablement pas eu l'occasion, mais vous avez une étude qui est disponible là, pour les conseillers, si vous voulez la lire. C'est le plan de gestion des actifs de chaussée, qui a été fait par une compagnie d'ingénieurs en 1920, ça fait 2020, je veux dire. Ça fait juste un an. Ça fait juste un an qu'il est fait. Mais moi, ce qui m'avait déconcerté dans ce plan-là, c'est que la ville s'était donné des cibles que dans 20 ans, on allait avoir encore dans la ville 10 % des rues qui allaient être de très mauvais état, 10 % mauvais état, puis 5 % des rues collectrices qui seraient aussi en très mauvais ou mauvais état. Moi, je pense que ça manque d'ambition au niveau municipal de donner des objectifs ou des cibles comme ça. Je vous demanderais de reviser ces cibles-là, parce qu'il y a 5 catégories, très bon, bon, moyen, mauvais puis très mauvais. On pourrait se donner des cibles sur un horizon de 20 ans, d'éliminer les mauvaises puis les très mauvaises routes, parce qu'on n'est pas au tiers-monde quand même. Parce que je regarde dans ce plan-là, si vous regardez spécifiquement, on a eu de l'amélioration avec la taxe de surfaçage. On est passé de 44 % à 23 % de mauvaises et très mauvaises. Mais ce même plan-là, il dit que oui, on est à 23 % en 2020. En 2030, on va être à 17 %, ce qui est une amélioration. Mais après ça, ça recommence à se détériorer avec le modèle de financement qu'on a. Puis en 2040, on va revenir à 39 % de très mauvais puis de mauvaises routes à Saint-Hilaire. Donc, le financement qu'on a accordé pour l'entretien des routes n'est pas adéquat. Il faut soit augmenter la taxe de surface, de resurfaçage, ou utiliser des surplus budgétaires annuels pour en faire, mettre ça plus rapidement pour la mise à niveau. Puis une fois qu'il est mise à niveau, ça va être plus facile d'entretenir par après. Parce qu'on a un déficit d'environ 11 millions présentement dans l'infrastructure des routes pour les remettre à mise à niveau. C'est mon plaidoyer. C'est mon plaidoyer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'étude qui le dit. C'est tout bien chiffré, c'est tout bien marqué. Puis il s'agit juste de prendre une décision, d'avoir une ambition pour éliminer les mauvaises et les très mauvaises routes, plutôt que de se satisfaire d'avoir jusqu'à 25 % de mauvaises et très mauvaises routes. Merci. Si je puis me permettre, est-ce qu'on a des chiffres à l'appui pour... Oui, j'en ai profité pour sortir quelques chiffres et je veux juste préciser aussi que la mise à jour de l'étude se fera et que déjà 2021, l'amélioration est considérable. Je n'ai pas encore les chiffres, mais nous savons qu'il y a une amélioration considérable. Nous avons passé de 26 à 9 % dans le très mauvais, de 16 à 14 dans le mauvais, mais le très bon est passé de 32 à 42 dans l'étude que monsieur a entre les mains. Et je peux préciser que nous envisageons pour l'instant 2033, qui est un objectif pas trop loin, parce que le temps passe vite, dans le très mauvais à moins de 2 % et moins de, j'estimerais à le regard du graphique, à moins de 8 % pour le mauvais. Et on s'entend que c'est un peu impossible de mettre 100 % à moins de changer aussi tous les infras en dessous. Parce que je suis convaincu, Monsieur le maire, que si j'ai un citoyen qui me demande de changer l'asphaltage et que l'année d'après, je viens de l'arracher pour remettre des nouveaux tuyaux en dessous, sûrement que certains citoyens vont nous traiter de tous les noms possibles sur cette terre.
Donc, définitivement que nous avons l'objectif d'améliorer les résultats, mais de considérer les infrastructures et l'investissement que cela représente, parce que si on dit aux riverains qu'il faut charger 100 des travaux parce qu'il faut mettre 1 pouce ou 2 d'asphalte dessus, mais changer les tuyaux pour 8,4 millions chargés aux riverains, certains riverains risquent de trouver le compte de taxes très salé. Donc, c'est toujours relatif aux subventions, relatif à l'entretien. Il y aura toujours des nids de poules au Québec, il y aura toujours des fissures, il y aura toujours de l'entretien à faire. Puis l'évaluation du 4 sous du 100 d'évaluation va jouer un rôle dans l'évolution puisque c'est relié à l'évaluation et on s'attend à un rôle l'an prochain qui sera la hausse. Donc, on devra aussi faire une évaluation du coût. Et le plan directeur, comme vous l'avez dit, n'a pas encore été présenté dans le dernier mois en sa totalité, ni dans l'ensemble au Conseil, ça viendra. Et ils pourront réévaluer la scène du 4 sous pour le prochain budget lors du plan triennal que vous risquez d'adopter, comme vous l'avez annoncé ce soir, beaucoup plus tôt en début d'année plutôt qu'en fin d'année. Donc, je vous remercie, M. Morneau, pour votre dernier commentaire. Je vous dirais que c'est peut-être pas une question d'ambition, mais bien d'optimisation. Mais on prend note de votre commentaire, puis en temps et lieu, on pourra y faire suite. Si vous voulez bien, on va donc passer au reste de la séance, puis on passerait maintenant à l'item 4, soit l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'année 2022. Madame Thibault. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, on vient de voir ces chiffres, les budgets, donc tout a été présenté. Alors, voici la résolution. Je propose que ce Conseil adopte les prévisions budgétaires de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour l'exercice financier 2022, lesquelles sont jointes à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec l'article 474 de la Loi sur les cités et villes. Qu'un document explicatif sur le budget de 2022 sera publié dans une prochaine édition du journal L'Œil régional qui est diffusé sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Collègues, est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Passons maintenant à l'item 5, adoption du programme triennal d'immobilisation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour les années 2022, 2023 et 2024. Monsieur Meyer. Oui, bien pour faire suite à ce qu'Isabelle a dit, maintenant qu'on va appuyer. Donc, je propose que ce Conseil adopte le programme triennal d'immobilisation de la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour les années 2022, 2023 et 2024, lequel est joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Que cette résolution soit et est adoptée en conformité avec l'article 473 de la Loi sur les cités et villes, qu'un document explicatif sur le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 sera publié dans une prochaine édition du journal L'Œil régional qui est diffusé sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Quelqu'un pour appuyer? Merci, M. Rainville. Êtes-vous d'accord, membre du Conseil? Alors, passons à l'item 6, avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales et des compensations pour les services municipaux pour l'année 2022 dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Morin. Oui, donc je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales et des compensations pour les services municipaux pour l'année 2022 dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Alors, si je ne m'abuse, puisque c'est un avis, on a besoin d'un appuyeur? Non, pas besoin d'appui. Merci. Aucun commentaire? Alors, passons à l'item 7, adoption du projet de règlement numéro 1315 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales et des compensations pour les services municipaux pour l'année 2022 dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire ». Monsieur Morin? Oui, donc je propose que le projet de règlement numéro 1315 intitulé « Règlement décrétant les taux de taxes foncières générales et spéciales et des compensations pour les services municipaux pour l'année 2022 dans la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est adopté par ce Conseil. Quelqu'un pour appuyer? Je seconde. Parfait. Membres du Conseil, vous êtes tous d'accord? Parfait. Alors, passons à l'item 8. Avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2022.
Monsieur Leboeuf? Certainement. Alors, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2022. Je vous remercie. Commentaires? Non? Alors, passons à l'item 9, adoption du projet de règlement numéro 828-49 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2022. » Monsieur Leboeuf. Certainement, Monsieur le maire. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 828-49 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2022 soit et est adopté par ce Conseil. » Quelqu'un pour appuyer? Je l'appuie. Alors, par courtoisie, ça sera Mme Thibault. Est-ce que vous êtes tous d'accord, collègues? Je vous remercie. On a encore droit à une petite séance de questions. Monsieur Saint-Onge, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question en ligne, Monsieur le maire. Alors, je remercie... Monsieur Toner. M'entendez-vous? Oui. C'est juste un commentaire. Quand vous répondez, quand vous appuyez, j'ai écouté la session de lundi, on n'entend jamais la personne qui appuie. Il faut vous allumer vos micros. Merci, c'est juste ça que je Toner. voulais dire. D'accord. Merci. Monsieur Rainville. Merci, M. Toner, de contribuer à notre courbe de croissance et d'apprentissage. Alors, je propose que la présente séance extraordinaire du 13 décembre 2021 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire soit levée et est levée à 21h20. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Alors, je vous remercie. Puis, on se dit à jeudi pour la prochaine séance extraordinaire. Peut-être juste préciser, la séance extraordinaire de jeudi, c'est vraiment administratif, c'est l'adoption des règlements qui ont été déposés ce soir. Donc, c'est une réunion de jour qui n'est pas de soir, qui va tout de même être diffusée. Mais c'est une séance vraiment pour fermer l'année, comme on fait à chaque année, là, de fermer l'année, les comptes à payer, les dernières choses, dernières résolutions. Donc, c'est vraiment administratif. Donc, j'invite les gens qui veulent y assister, c'est public. Mais ce n'est pas la réunion là, aussi régulière qu'elle peut l'être, c'est que quelques points. Je vous remercie pour les précisions. Au revoir.